Salut, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous avez probablement appris, comme tout le monde d'ailleurs, avec stupéfaction, le rapport d'investigation du Consortium international des journalistes d'investigation, ICIJ, qui a révélé entre autres la détention pendant près de 20 ans d'une société offshore aux îles Vierges britanniques par le dictateur congolais Denis Sassou Nguesso, société enregistrée le 28 août 1998, soit un an seulement après son coup d'État militaire. Le chiffre d'affaires de la dite société est estimé à 150 millions d'euros en soit près de 100 milliards de francs CFA annuels. Et quand vous faites des petits calculs, sur 20 ans, vous avez près de 2000 milliards de francs CFA. Je répète, 2000 milliards. Pendant ce temps, le Congo est plongé dans une crise économique et financière sans égale. La misère, elle est perceptible. Tous les voyants sont au rouge. Et donc aujourd'hui, Droit de savoir revient sur ces révélations. Pour en parler avec moi sur ce plateau, monsieur Didier Moini-Ivolo, porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Il y aura également M. Georges Goba, vice-recteur du Collège Études et Perspectives du CRC, et M. Alphonse Maboussou, consultant en expertise pétrolière et minière. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis Christian Perrin. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans votre émission Droit de savoir, et vous avez eu raison de choisir TLR TV. Bonjour, chers invités. Bonjour, M. Perrin, et merci pour cette invitation. Bonjour, M. Perrin. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation et soyez donc les bienvenus sur notre plateau. Merci. Alors, M. Moini-Ivolo, je vais commencer par vous. Vous êtes porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo. Vous avez aussi suivi, comme tous les Congolais d'ailleurs, la révélation faite par le Consortium international des journalistes d'investigation sur ce que Denis Sassou Nguesso posséderait une société offshore aux îles Vierges britanniques, dont le chiffre d'affaires, je venais de le rappeler, est de 150 millions d'euros par année. Quel commentaire faites-vous d'abord de ces révélations? Écoutez, M. Perrin, avant de faire un commentaire, je voudrais dire deux sentiments qui m'ont animé lorsque j'ai suivi cette émission Cache Investigation sur France 2. Le premier sentiment, c'est la tristesse, mais vraiment la tristesse, de voir des sommes colossales volées aux Congolais, les Congolais qui souffrent, des sommes colossales qu'on va cacher loin du Congo pour échapper au bien-être des Congolais, et pendant ce temps, les Congolais souffrent. Le deuxième sentiment, c'est un sentiment de colère de voir que ce ne sont pas des simples populations. Et d'ailleurs, je peux vous le dire en tant que porte-parole du CRC, le gouvernement de Brazzaville a souvent pointé les membres du CRC comme étant ceux qui donnent une mauvaise image du pays. Mais ma colère aujourd'hui, c'est de voir que finalement, c'est un voyou qui est à la tête du Congo et qui nous fait honte. Ma colère, en tout cas, c'est surtout celle-là. La honte voyou, de ce monsieur. Voyou, vous avez dit, le mot n'est pas trop fort, non? C'est un Koulouna, ce monsieur. C'est peut-être le premier des Koulouna. Les deux Congos réunis, on vient d'avoir la preuve que si nous avons le chef de Koulouna, eh ben, il habite à Brazzaville, au bord du fleuve Congo, et il se nomme Denis Sassou Nguesso. Parce qu'il n'y a pas de qualificatif pour désigner ce monsieur, sinon qu'un Koulouna. Parce qu'un président de la République ne se comporte pas comme ça. Quand le peuple souffre, on ne joue pas comme ça avec l'argent de la République. Et donc, vous disiez votre commentaire sur ces révélations. Mais aujourd'hui, le commentaire que je peux faire quand on regarde cette émission, je reviendrai certainement sur beaucoup de choses que j'ai déjà dites dans votre émission. Le premier commentaire qu'on peut faire, c'est qu'il y a véritablement aujourd'hui un changement de paradigme dans la géopolitique mondiale. Parce qu'aujourd'hui, avec cette émission, nous venons d'avoir la preuve, si certains doutaient encore à Brazzaville, que ça fait des années, et je le dis depuis le pouvoir de François Hollande, la France ne soutient plus ce dictateur.
Nous sommes dans la fin des temps. Sassou, c'est fini. Il n'a plus le parapluie qu'il avait de la France parce que France 2, c'est quand même une télévision publique. À tout moment, le gouvernement français, le pouvoir français, les hommes d'affaires, toute la puissance française pouvait intervenir pour empêcher cette émission. Or, rien n'a été fait. Et cette émission a été menée, a été produite, a été visualisée avec toute la liberté démocratique qui nous laisse croire qu'aujourd'hui, si les Congolais se soulèvent contre le pouvoir de Sassou Nguesso, qui appauvrit, qui laisse les enfants sans scolarité, la liste est longue, eh bien, Sassou ne bénéficiera jamais de l'appui de la France. Au contraire, si les militaires français interviennent, ce sera pour l'arrêter et le livrer à la justice internationale. Et ils le savent. La preuve, le jour où l'émission passe à la télé, on coupe l'électricité au Congo. Mais comme je l'avais dit aux Congolais, ne vous inquiétez pas. Nous allons vous expliquer dans des mots simples, avec beaucoup de pédagogie, pour que vous puissiez comprendre comment Sassou vole l'argent de l'État. Et je pense qu'à certains moments, je pourrais intervenir en Lingala. Lorsque on donne 1 500 000 € à quelqu'un qui ne vaut plus rien sur la scène internationale, sauf pour Sassou Nguesso, combien d'enfants, M. Perrin, pouvaient partir à l'école, depuis l'école primaire jusqu'à l'université? Nous pouvons faire les calculs. Quand vous parlez d'1 500 000 €, vous faites état de quoi, par exemple? À quoi faites-vous allusion? Mais je fais allusion aux sommes d'argent versées par Sassou Nguesso à Dominique Strauss-Kahn. C'est quand même curieux, c'est quand même assassin sur le plan financier de laisser les enfants congolais sans scolarité, de laisser les hôpitaux congolais sans médicaments, sans matériel, sans plateau technique, de laisser les Congolais au quotidien de mordre la poussière et de donner 1 500 000 € à quelqu'un qui ne nous rapporte rien sauf la misère, celui qui contribue à la misère du Congo. C'est beaucoup d'argent, évidemment, mais pourtant, le gouvernement congolais, par la voix, bien sûr, de son porte-parole, rejette, sinon refute toutes ces accusations. Il parle d'ailleurs d'une diffamation. Georges Ngoma. Parler de diffamation par rapport aux informations qui nous sont rapportées, c'est un manque de sérieux. Bon, écoutez, moi, j'ai tendance à vouloir parler, Monsieur Christian-Perrin, des scandales qui ont émaillé, n'est-ce pas, le régime de M. Denis Sassou Nguesso, en commençant par poser cette argumentation. Généralement, dans toute la presse congolaise et la presse internationale, nous avons souvent vu l'explication donnée de la crise endémique que vit notre pays, le Congo-Brazzaville, à une conjoncture. La conjoncture, c'est la chute du prix du baril de pétrole. Et récemment, cet argumentaire est articulé aussi à la situation de pandémie, que ce serait cela qui explique le fait que le Congo soit dans cette situation de crise endémique. Alors, ici, nous voulons réfuter avec la dernière des énergies cet argumentaire pour placer ceci. La situation de crise au Congo-Brazzaville est due, n'est-ce pas, à la mauvaise gouvernance. Cette mauvaise gouvernance est politique d'ailleurs, d'abord, parce que, évidemment, ce sont les décisions politiques qui orientent, n'est-ce pas, l'usage qu'en fait de l'argent. Et aussi, donc, sur le plan purement économique, on voit très bien comment est-ce que l'argent, les fonds publics sont spoliés. Donc, voilà les raisons fondamentales qui expliquent l'état de crise endémique que nous vivons aujourd'hui. Quand j'ai dit cela, je voudrais ajouter que le Congo-Brazzaville, avec M. Denis Sassou Nguesso au pouvoir, c'est quand même plus de 40 ans. On a tendance à l'oublier. Hein? On a tendance à penser que M. Denis Sassou Nguesso gouverne le Congo depuis la guerre 97. Non, les Congolais doivent savoir. Et nous avons besoin de rappeler cela. Parce que les jeunes qui sont nés pendant la guerre de M. Denis Sassou Nguesso, c'est des personnes adultes maintenant. Mais il faut dire à ces jeunes-là que M. Denis Sassou Nguesso est au pouvoir depuis 1979 et qu'au début des années 80, le Congo-Brazzaville a eu son premier boom pétrolier. Le premier boom pétrolier qui a doté au pays des sommes incommensurables avec l'ambition de M. Denis Sassou Nguesso qui nous criait que l'autosuffisance alimentaire d'ici l'an 2000. Et nous avons dépassé l'an 2000 depuis 20 ans maintenant.
le Congo continue à exporter des denrées alimentaires du Rwanda, le petit Rwanda qui a vécu des situations difficiles, et ailleurs. Donc ça, quand même, c'est des choses qu'il faudra savoir pour bien comprendre la responsabilité intégrale de la spoliation des biens publics au Congo-Brazzaville, et notamment les deniers publics. Georges, je crois Oui. que je vais revenir vers toi pour ce qui est, enfin, des différents scandales qui ont Oui. été mis à la place publique par les médias internationaux. Mais je vais repartir d'abord vers Monsieur Moigny Volo pour comprendre, parce que c'est aussi pour l'intérêt de nos téléspectateurs, c'est quoi exactement une société offshore? Quels sont les mécanismes? Comment cela fonctionne? Je vais essayer, Monsieur Perrin, de faire simple. Une société écran, ce qui donne le terme anglais de société offshore, donc symbolise une société déjà sur le plan de la fiscalité qui se trouve en dehors de la juridiction concernée par la fiscalité. C'est-à-dire une société en mer, si on prend le terme offshore, ça suppose que c'est en mer. Or, tout ce qui se passe au large, généralement, on pourrait imaginer les eaux internationales, donc échappe à une juridiction qui aurait dû bénéficier de la fiscalité générée par les bénéfices d'une entreprise. Donc, pour être concret, dans le cas qui nous intéresse de Denis Sassou Nguesso, donc Denis Sassou Nguesso dès 1998, à peine il est arrivé au pouvoir, il crée une société en dehors du Congo, alors qu'il aurait pu créer une société au Congo pour employer les Congolais et leur verser un salaire pour améliorer le bien-être. Donc, il crée une société dans les îles Vierges britanniques. En réalité, cette société, il n'y a personne. Cette société ne salarie personne, sauf peut-être Dominique Strauss-Kahn qu'on va rétribuer, mais sinon, il y a peut-être une bonne dame qui répond au téléphone et cette société, on va donc déclarer tous les bénéfices dans cette société et donc, c'est comme ça que des mannes d'argent, d'énormes quantités d'argent vont échapper aux bénéfices d'un État, dans le cas d'espèce du Congo. Donc, quand nous entendons parler de sociétés offshore, c'est-à-dire cette société n'est pas au Congo. Cette société est à l'étranger et généralement dans un pays avec un taux de fiscalité très, très, très réduit. Et le but de cette société, c'est de proposer ce qu'on appelle l'évasion fiscale. Alors, attention, ce que peut-être Cash Investigation n'a pas expliqué, c'est que dans le cas des dignitaires européens, il s'agit de l'évasion fiscale parce que c'est l'argent généré par les bénéfices de leurs entreprises ou de leur rémunération dans le cas des conférences et autres. On a vu Dominique Strauss-Kahn, ça fait plus de 6 millions d'euros qui échappent au fisc français. Mais dans le cas de Denis Sassou Nguesso, attention, c'est plus criminel encore parce que l'argent que Sassou Nguesso utilise dans les paradis fiscaux, mais Sassou Nguesso comme son fils, Christelle Sassou Nguesso et les autres cités par les Panama Papers ou par les Paradise Papers, il s'agit de l'argent du Congo, c'est-à-dire l'argent de l'exploitation des mines, l'argent de l'exploitation du bois, l'argent de l'exploitation pétrolière. Il ne s'agit pas des bénéfices générés par les entreprises de ces gens-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc là, c'est encore plus grave. C'est-à-dire que le Congo est un État qui commerce avec les autres États et l'argent de ce commerce termine dans des paradis fiscaux et non pas au trésor de Brazzaville. Et l'argent de ce commerce sert à payer des criminels puisque Dominique Strauss-Kahn est dans le cadre de la criminalité financière. Donc, il faut que les Congolais fassent la différence quand on parle des paradis fiscaux, des sociétés offshore. Pour les Occidentaux, il s'agit surtout de cacher des bénéfices générés par les entreprises, mais dans le cas d'espèces des États africains, notamment des hommes d'État africains, les présidents, les ministres et autres, il s'agit purement de l'argent du pays qui devrait servir à la gestion, au développement économique, au financement de la scolarité, au financement de la santé. Et c'est pour cela que nous sommes un pays dans un état catastrophique. On se rend compte que c'est quand même beaucoup de milliards, des milliers de milliards qui échappent au Congo et essentiellement, ces sociétés sont un peu, je crois, basées dans l'exploitation pétrolière. Alors, Alphonse, toi qui es consultant en expertise pétrolière et minière, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce système finalement nébuleux? Comment fonctionnent les sociétés congolaises qui exploitent le pétrole au Congo? Avant tout propos, permettez-moi d'annoncer une mauvaise nouvelle aux Congolais. J'espère qu'ils ne vont pas tomber de nu. Le prix du baril flambe.
il est à 82,54 dollars aujourd'hui. Ceci sous-entend que le pouvoir de Brazzaville peut avoir des facilités de crédit, l'argent appelant l'argent. Voyez-vous? Donc, on ne peut plus nous dire que le prix du baril est tombé, la pandémie nous empêche de faire ceci, cela. Le baril se comporte très bien sur la place internationale aujourd'hui. Donc, on reviendra toujours sur le legs quand nous parlons du pétrole congolais. Le legs, c'est quoi? C'est le contrat de partage de production si durement acquis par l'unique président élu démocratiquement au Congo. On ne le dira jamais assez. Le professeur Pascal Lissouba, paix à son âme, qui a donc laissé un legs aux Congolais et qui se retrouve entre les mains d'un cartel de mafieux. Voyez-vous? Nous avons un domaine minier. Ce domaine minier s'ouvre à toute société pétrolière qui vient explorer et ou exploiter le pétrole, qui s'associe avec d'autres sociétés à cet effet. Maintenant, dans le cadre de ce qu'on a appelé la congolisation ou le local content, c'est-à-dire permettre aux Congolais d'accéder à ce marché juteux, ont été mis en exergue une classe de privilégiés. Ainsi, on a vu naître des sociétés du genre AOGC, qui appartient à M. Denis Gokana, qui est conseiller aux hydrocarbures du chef de l'État et qui est aussi propriétaire de cette société, qui a des blocs pétroliers, qui participe à certains blocs pétroliers dans le domaine minier congolais. Vous avez la société Prest Oil Kwilu, Petro Kwilu, Continent, Orion Oil. À qui appartient cette société que vous êtes en train de citer là? Orion Oil appartient à M. Lucien Ebata, on va en parler tout à l'heure. Continent appartient à M. Yaya Touré, qui était au FMI au moment où Dominique Strauss-Kahn négociait pour le Congo. Vous voyez, de nationalité camerounaise. Donc, à lui, on a attribué des parts dans des blocs pétroliers. Vous avez la société Petrobras, qui a fait le scandale de l'adduction d'eau au Congo, qui ont été surfacturés. Et ces puits d'eau ou ces fontaines d'eau n'existent plus aujourd'hui. Ces forages d'eau n'existent plus aujourd'hui au Congo. Quasiment plus. Voyez-vous? Vous avez la société Petroleum, qui appartient aux grands frères, notamment Maurice Guesso. Vous avez la société Petro Kwilu, qui appartient à Madame Antoinette Sassou Nguesso. Oui. Vous avez la société Ifouret. Vous avez Pepa Oil, qui aujourd'hui, se limite encore au niveau de l'exploration, mais il va rentrer dans l'exploitation bientôt. Donc, vous comprenez que, n'oublions pas aussi qu'il y a Perenco. Perenco qui a accepté tout ce que Total a refusé comme montage financier à faire avec les dignitaires pour dilapider l'argent des Congolais. Et Perenco s'en est servi et ils ont récupéré PNGF, le permis qu'on appelle PNGF, Pointe-Noire Grand Fonds. Voilà, le permis Pointe-Noire Grand Fonds que Total a cédé parce qu'on lui a obligé de travailler, de s'associer avec AOGC et les autres. Et vous verrez que toutes ces sociétés que je viens de citer s'y sont déployées. Donc, ils sont tous membres ils font partie prenante de ce bloc qu'on appelle PNGF. Ils sont dans Marine 7, ils sont dans pas mal d'autres blocs encore. Voilà. Ce qui fait que l'argent du Congo se retrouve en fait entre les mains de ces dignitaires qui se le partagent a posteriori avec le chef du cartel. Hein. Vous comprenez de qui je parle. Voilà. Quelque part, dans les paradis. C'est beaucoup mieux d'être précis. Vous parlez de qui exactement, le chef du cartel? Le chef du cartel, c'est son excellence, hein, bien sûr. Vous savez. Donc, oui, Didier, quelque chose à compléter là-dessus? Parce qu'évidemment, on se rend compte que, et c'est comme l'ont bien dit les journalistes de Cash Investigation, que finalement, Denis Sassou Nguesso et son clan ont fait main basse sur le pétrole congolais. Lorsqu'on entend Alphonse, il y a de quoi crier au scandale. Mais les mots me manquent quand j'entends tout ce que mon collègue vient de dire. En réalité, si nous faisons simple,
Si réellement toutes ces entreprises étaient gérées pour le bien-être des Congolais, combien d'emplois créés? Or, ce qui est dommage, c'est que c'est un système mis en place pour piller le Congo. Souvenez-vous, Monsieur Perrin, lorsque vous m'avez invité la dernière fois, qu'est-ce que je vous ai dit? Ça pouvait sembler étonner les Congolais. J'ai dit Sassou Nguesso est revenu en 97, c'était pour massacrer le Congo et les Congolais. Et ça n'a pas attendu. Cash Investigation démontre que dès son arrivée, il arrive déjà avec un programme de détruire le Congo, parce que ce que fait Sassou Nguesso, on appelle ça la corruption politique. Et la corruption politique, il n'y a rien de mieux, demandez les spécialistes, il n'y a rien de mieux pour détruire un État que de mettre en place à la tête de l'État quelqu'un qui pratique la corruption politique. Et puis quand on regarde l'émission, regardez comment il est habillé, comme un véritable gangster texan. On n'a pas affaire à un président de la République. Et d'ailleurs, même le descriptif que le journaliste français fait de la photo sortie par un haut dignitaire qui me semble être quelqu'un qui doit être soit membre du CRC ou qui doit être proche du CRC. Et ça aussi, ça a été quand même, ça démontre que même au cœur du pouvoir, je ne suis pas le seul à être choqué, Monsieur Perrin. Nous ne sommes pas les seuls à être choqués. Déjà, l'émission démontre que même au cœur du pouvoir, les gens sont choqués, les gens sont tétanisés, les gens sont médusés de voir le comportement de Denis Sassou Nguesso. C'est ce qui fait que même au plus profond de son cercle intime, il y en a qui informent la presse internationale pour dire « Trouvez les solutions pour arrêter ce monsieur, il est dangereux pour son peuple, il est dangereux pour son pays. » Et c'est le message, le seul message que les Congolais doivent comprendre par cette émission, c'est que Denis Sassou Nguesso est dangereux pour le Congo, il est dangereux pour les Congolais. Alors, par tous les mécanismes, le CRC ne cessera de répéter, seule une révolution peut changer les choses au Congo. Il n'y a pas 36 000 solutions. On voit des montages bidons de certains partis politiques qui ont boudé l'élection présidentielle au nom du fichier électoral qui n'était pas bon, au nom de la mauvaise gouvernance électorale et qui aujourd'hui veulent participer à l'élection législative ou je ne sais pas quel type d'élection. Il est où le sérieux face à la misère des Congolais? Il n'y a pas d'autre solution que de frapper fort, et frapper fort, c'est bouter ce pouvoir dehors par le biais d'une révolution. Alors, Georges avait quelque chose à ajouter. Oui, Georges. Je voudrais en très peu de mots rajouter quand même quelque chose parce que moi, je suis très soucieux de l'histoire. Je suis très soucieux de l'histoire et nous sommes des observateurs de la vie politique au Congo-Brazzaville depuis pas mal de temps maintenant. Mais à cette époque, déjà, Sassou 1, on voyait qu'il y avait des entreprises d'État. Il y avait des entreprises d'État, le chemin de fer Congo-Océan, par exemple. Il y avait un train qu'on appelle le train bleu. Mais nous autres, quand on voyait ça, on se disait que c'était des entreprises d'État. Il y avait l'aviation aussi. On pensait que ça appartenait à l'État. Mais par des indiscrétions, on entendait que non, mais ça appartient à tel membre de la famille présidentielle, que telle entreprise appartient à tel membre de la famille présidentielle. Donc, au moment où on pensait que c'était une entreprise d'État qui envoyait sa recette, n'est-ce pas, au trésor public, mais l'argent ne prenait pas le chemin du trésor public, ça allait dans les poches de la famille de M. Denis Sassou Nguesso. Une autre chose que je voulais rajouter… Comme quoi cette mafia a commencé à longtemps, cette façon de faire. Bien sûr que cette mafia a commencé depuis très, très longtemps. Avec du recul, on commence à comprendre très, très bien les choses. On parlait, M. Maboussou a parlé un peu des entreprises qui opèrent au Congo-Brazzaville, mais les Congolais, sans oublier quand même que les anciens présidents ont fait l'effort qu'ils ont fait. Ils avaient une vision pour le Congo-Brazzaville. Et je voulais parler d'un seul de ces anciens présidents, c'est le président Alphonse Massamba Deba, dont tout le monde sait très bien que le tissu économique au Congo-Brazzaville a été mis en place par ce président-là. Les grandes entreprises que nous connaissons de notre pays ont été mises en place par Massamba Deba. Mais je me rappelle aussi, j'ai retrouvé dans les archives de mon père, qui était membre du parti et qui était fier de l'être en tant que tel. Et dans ses agendas, j'ai lu qu'en 1979, monsieur, le colonel, à cette époque, le colonel Denis Sassou Nguesso avait présidé au cinéma Vogue un symposium sur les entreprises d'État. Ce qui veut dire que jusqu'à ce moment-là, il y avait encore des entreprises d'État qui généraient une plus-value pour le trésor public. Mais depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, où sont passées ces entreprises d'État? Ces entreprises d'État ont été démantelées pièce par M. Denis Sassou Nguesso qui, en même temps, on ne parlait pas seulement des entreprises d'État, mais on parlait aussi de son corollaire le plus en vue, en amont, qui est l'éducation.
devant une chaîne de télévision à une question qui lui a été posée à M. Denis Sassou Nguesso, les images existent, il a dit clairement par lui-même que le Congo à une époque a atteint plus que 100% de scolarisation, mais nous avons décidé de tout détruire. Nous avons décidé de tout détruire. Ce n'est pas une personne qui parle pour M. Denis Sassou Nguesso, c'est M. Denis Sassou Nguesso qui parle devant la presse internationale qu'au Congo-Brazzaville, nous avons tué l'éducation. Quand même, les Congolais doivent prendre la mesure de ce que ces personnes-là disent eux-mêmes. On n'invente rien. On n'invente rien. On n'invente rien, évidemment, ça corrobore avec ce que disait tout à l'heure Didier Mwini-Volo, que finalement, Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir pour venger contre les Congolais, c'est bien cela. Mais alors, je vais un peu comprendre avec Didier, quel impact finalement, puisqu'on a parlé quand même, c'est de l'évasion fiscale, c'est beaucoup d'argent, c'est des milliers de milliards qui échappent au Congo-Brazzaville. Quel impact ou quelles conséquences ce genre de montage peuvent avoir sur le plan économique ou financier au Congo-Brazzaville, mais aussi au cas où Denis Sassou Nguesso, par exemple, partait de là, parce que de toute façon, la chose la plus sûre pour un homme, c'est que chacun de nous s'en ira un jour. Si jamais il s'en allait, quelles seront les conséquences de ce genre d'acte posé aujourd'hui? Alors, les conséquences sont énormes et puis les conséquences sont connues. Hein. Mon ami Goma disait tout à l'heure qu'il a le sens de l'histoire, mais regardons en arrière. Où sont les sommes d'argent placées par certains chefs d'État comme Mobutu Sese Seko, qui n'a pas eu cette vie de Sese Seko puisqu'il n'est plus de ce monde. Où est passé l'argent d'Omar Bongo Ondimba, de Sani Abacha, et on peut en citer comme ça des dizaines et des dizaines de chefs d'État. La conséquence pour nous sur le plan financier, évidemment, la conséquence c'est que le Congo produit, le Congo est un marché sur le plan économique et financier, sauf que les recettes générées par ce marché finissent dans des paradis fiscaux et donc rien n'arrive dans les caisses de l'État pour que l'État puisse investir. Parce que la fonction principale de l'État, c'est de s'occuper de tous les Congolais. L'État se distingue du marché parce que le marché, c'est l'espace où on vient défendre les intérêts particuliers, ce qui est tout à fait normal. Quand un capitaliste investit, il emploie des salariés, tout ce qu'il attend, c'est d'avoir un bénéfice. Or, l'État, son rôle, c'est de mettre en place une fiscalité, de mettre en place des revenus, en tout cas d'aller chercher des revenus pour s'occuper de tout le monde. Mais dès lors que l'État lui-même, alors pas l'État lui-même, mais les représentants de l'État, en premier lieu le président de la République, met en place ce système, ça veut dire qu'il empêche que l'argent arrive au trésor de Brazzaville. Un exemple simple dans Cash Investigation, qu'est-ce qu'on apprend? Dominique Strauss-Kahn conseille Denis Sassou Nguesso. En réalité, les factures de ce service doivent arriver au trésor public pour que le trésor public s'acquitte des factures sur les conseils donnés au président. Or, on apprend que c'est une société qui vient... La société Orient Oil. Exactement, la société... Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Denis Sassou Nguesso, c'est le directeur de Orient Oil pour que son conseiller soit payé par son entreprise alors qu'il est président du Congo? Donc, toutes les factures concernant ce monsieur doivent être payées, en tout cas doivent être acquittées par le trésor de Brazzaville. Donc, déjà, sur le plan économique et financier, c'est la pauvreté. La pauvreté des Congolais, c'est la conséquence du comportement de Sassou et de tout le système financier qu'il a mis en place. Donc, on n'aura jamais l'argent pour, en tout cas, je ne dis même pas développer, mais pour apporter aux Congolais le minimum syndical. Et puis, votre deuxième question, deuxième conséquence, si Sassou venait à disparaître ou tout simplement à quitter le pouvoir, c'est la perte de ces sommes. Sachez-le, M. Perrin, ça sera très, très, très difficile. On peut même dire que c'est impossible pour nous, Congolais, aujourd'hui, de récupérer ces sommes d'argent parce que, de toute façon, si je prends l'exemple aujourd'hui du Nigeria sous Sani Abacha, l'argent placé en Suisse, qu'est-ce qu'on a dit aux Nigérians? Vous faites une démocratie, nous viendrons évaluer et nous verrons si on peut vous rendre cet argent. Donc, si je peux juste vous dire quelques chiffres, dans les Panama
Papers et dans les Paradise Papers, on apprend que 6 dignitaires congolais ont 5 000 milliards de francs CFA. Et on nous cite qui? Rodolphe Adada. Mais j'aimerais bien que M. Maboussou, qui connaît bien les entreprises au Congo, nous dise il est patron de quelle entreprise. On nous parle de Christelle Sassou Nguesso. Il est ambassadeur du Congo en France. Mais je ne savais pas qu'être ambassadeur pouvait nous rapporter des milliards. Mais finalement, pourquoi il est le seul ambassadeur à être milliardaire? C'est curieux. Et les autres ambassadeurs, qu'est-ce qu'ils font de leur argent? Donc, on nous parle de Christelle Sassou Nguesso. Il est petit-fils. Parce qu'il faut aussi, revenant dans le sens de l'histoire, il faut rappeler quand même que Adada, Sassou Nguesso, tous ces gens, c'est parmi les premiers Congolais qui vont travailler. Donc, leurs parents sont soit agriculteurs, chasseurs, pêcheurs, cueilleurs. Sassou Nguesso, Rodolphe Adada ne sont pas les héritiers des hommes d'affaires, je ne sais pas de quelle époque, puisque lorsqu'ils sont nés, nous sommes sous la colonisation. Donc, le grand-père de Christelle Denis Sassou Nguesso était pêcheur, le père de Denis Sassou Nguesso était pêcheur-chasseur. Et comment il fait pour devenir milliardaire? D'où vient cet argent? On peut se poser la question. On nous parle de Jean-Jacques Bouya, mais allons regarder dans l'histoire de la famille de Jean-Jacques Bouya, à quel moment est apparu un richissime homme d'affaires. On nous parle de Bruno Itoa, de Gilbert Ondongo et de Lucien Ebata qui se promènent en France avec des liasses et des liasses d'argent qui sont saisis par la douane française. Au lieu que cet argent serve à s'occuper des Congolais, voilà que cet argent vient servir la France qui l'interpelle à l'aéroport du Bourget. Donc, la conséquence, c'est que ce sont des sommes d'argent, une fois de plus, qui échappent à l'État congolais, qui échappent au trésor de Brazzaville, et donc, l'argent qui aurait dû servir au bien-être des Congolais sert aux banques des paradis fiscaux, puisque nous n'allons pas récupérer cet argent. Alors, monsieur Maboussou, on a dit tout à l'heure, ce paradoxe-là, c'est l'État congolais qui, en fait, on appelle la prestation ou aux prestations de Dominique Strauss-Kahn, DESCA. Et j'imagine que Mathieu Pigas aussi est passé par là. C'est sûr et certain que lui aussi a été payé. Bon, là encore, il faut qu'on essaie de vérifier l'information. Il avait été payé par qui? Mais on apprend que DESCA avait été payé par la société Orion Oil. Et c'est des sommes colossales, comme on a dit. C'est quand même près d'1 milliard de francs CFA. Comment expliquer ce mécanisme? C'est-à-dire, l'État congolais, c'est-à-dire DESCA est appelé par l'État congolais pour un service donné, et ce n'est pas le Trésor qui paye ses honoraires, c'est finalement une société, entre guillemets, pétrolière, qui appartiendrait, ou qui appartient, ce n'est même plus au conditionnel, qui appartient à Lucien Ebata, qui en même temps est aussi conseiller, je crois, de Denis Sassou Nguesso. Conseiller auprès du Fonds monétaire international. En plus. Voilà. C'est lui qui est censé aller négocier avec le Fonds monétaire international pour permettre au Congo d'avoir des facilités d'ajustement. Voilà. Donc, la petite Suisse promise se retrouve entre les mains d'un cartel de mafieux qui transporte des malles d'argent dans des jets privés. Allez demander au Premier ministre s'il est au courant des montages ou de la provenance des fonds manipulés pour faire face aux charges de l'État. Je ne pense pas qu'il soit au courant. Quant au président des 2 chambres parlementaires, je me demande même s'il se retrouve avec le chef de l'État à un moment donné pour faire le point de la situation du pays. Le cartel d'Oyo, qui est une sorte de think tank où l'on peut recevoir tous les mafieux du monde à l'abri de tout regard, des cons gaulais que nous sommes, c'est-à-dire nous sommes des cons gaulais, quoi, et bien isolés du septentrion, donc cette bourgade d'Oyo, et on y magouille à tout va sous le sceau de la République. Les institutions de Bretton Woods ne sont pas dupes de tous ces faux montages effectués par Dominique Strauss-Kahn et les autres. Les dirigeants du monde savent que le Congo de M. l'Empereur est un État voyou. Raison pour laquelle même Donald Trump n'avait pas voulu accepter de le recevoir, de lui serrer la main. Question de ne pas salir sa main, voyez-vous. Ils sont malheureusement précédés par leur mauvaise réputation,
ceux qui gouvernent le Congo aujourd'hui. Le Congo fonctionne avec des bâches à eau, des groupes électrogènes. Le développement se limite aux promesses, aux slogans. La France de Chirac, de Sarkozy est obsolète. Ils n'ont plus de mentor aujourd'hui. Pour parler précisément de ce qui nous concerne, je m'en vais vous parler de Denis Christelle Sassou Nguesso, qui est né le 14 janvier 1975 à Brazzaville. En 1997, il avait 22 ans, lorsqu'ils ont hérité du pétrole congolais, donc du contrat de partage de production. Un deuxième, c'est Karl Ngakala, le fils du père, qui est né, lui, en 1974. Il avait 23 ans en 1997, lorsqu'ils ont hérité du pétrole congolais. Un troisième, Cédric Okiorina, le gardien des réseaux de Kiki au trading. Entre 2010 et 2012, la société Gunvor, qui est aussi trader, du milliardaire suédois Torkvich, qui s'est associé avec Genamad Timchenko, qui est l'ami de Poutine, avait engrangé des revenus d'environ 2,2 milliards sur 22 cargos que le Congo avait mis à leur disposition, avec, pour intermédiaire, Maxime Ganzion et Cédric Okiorina, dont je venais de parler. Voyez-vous? En plus de cela, vous avez Willy Etoka, qui lui, il avait au moins un travail avant qu'il ne commence à travailler, à devenir riche. Il était pompiste dans une station d'essence. Et finalement, vous avez M. Lucien Ebata, qui est né, lui, le 12 mars 1969 à Olombo. Je retiens qu'en 2004, il a obtenu un master en droit des affaires à Montréal. Et la même année, donc en 2004, il va créer ce qu'on appelle la société Orion. Au moment où il créait la société Orion au Congo, la SNPC aussi créait ce qu'on appelle la COTRAD, c'est-à-dire une filiale de la SNPC chargée de vendre le brut congolais sur la place de Londres, de Singapour, de Genève et de Houston aux États-Unis. Voilà les 4 places mondiales où on vend le brut. Donc, en 1997, lorsqu'ils ont hérité du pétrole congolais, ce jeune homme avait 28 ans. Comme venait de le dire mon collègue Didier tout à l'heure, ce ne sont pas des héritiers. Ils sont nombreux, les Congolais, qui ont les masters, mais qui, malheureusement, ne sont pas nés du bon côté pour pouvoir exercer et leur permettre aussi de sortir la tête de l'eau. Qu'est-ce qu'on constate? Nous avons des masters qui sont chauffeurs de bus, qui vendent le foufou au marché, pendant que M. Ebata, il se pavane. Revenons aux faits, si vous pouvez me le permettre. Je vous en prie, oui. Qu'est-ce qui justifie la présence des traders dans ce circuit-là, alors qu'on a normalement la SNPC qui devait s'occuper de la part du Congo? Et lorsqu'on voit les sociétés Orion et bien d'autres sociétés que vous venez de nous citer, que viennent faire les traders dans ce circuit? Mais Orion en est un, d'ailleurs, parce qu'il est parti from scratch, c'est-à-dire de zéro, de rien. Okay? Et il a forgé son expérience sur le brut congolais. Maintenant, vous savez, la vente du pétrole sur la place internationale n'est pas aussi aisée que ça. Mais le Congo, comme il utilise des subterfuges pour trouver des facilités de mise à disposition donc, de son brut à qui veut, donc aux différentes raffineries du monde, les traders viennent frapper à la porte du Congo. Parce que le pétrole congolais se vend vite. Les commissions jouant le jeu au milieu. Vous voyez? Chacun percevant en fait sa part de commission fait que tout le monde veut vendre le pétrole congolais. Surtout qu'après coup, la technique utilisée par les gouvernants du Congo consiste à quoi? Écoutez, est-ce que vous pouvez me prêter déjà les parts de l'argent pour la production qui va arriver, les cargaisons que je vais vous livrer dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 3 mois? C'est l'objet
de la dette des traders que nous avons aujourd'hui, qui est évaluée à plus ou moins 1 100 milliards de CFA. Donc, une dette que les Congolais n'ont jamais profité, n'ont n'ont jamais jamais profité de cela. C'est-à-dire que on a donné de l'argent au pouvoir. Le pouvoir a promis donc rétrocéder cet argent sous forme de cargaison de barils. Entre-temps, le prix du baril a chuté. Donc, au lieu de donner 10 cargaisons, il va en donner 100. Heureusement pour lui aujourd'hui, le baril est à 86 $. Donc, il peut maintenant rattraper mais il faut se baser sur les parts qui reviennent au Congo. Ils ne sont pas bêtes. Voilà pourquoi ils ont créé les IFOURET, les AOGC et les autres qui, eux, engrangent 22% de la part de production du Congo, ok, en dehors de ce que la société nationale qu'est la SNPC est censée récupérer, qui a été évalué à plus ou moins 11 millions de barils, comme je vous l'ai dit en 2018. Donc les autres sociétés viennent s'ajouter, oui, et ils se rétrocèdent les prébendes à l'extérieur du Congo, dans les paradis fiscaux. Est-ce que vous comprenez? Tout à fait. Parce qu'on a facilité l'accès à ces sociétés bidons dans les blocs pétroliers pour dilapider l'argent, en fait. Parce que ces sociétés ne participent jamais, quasiment jamais, à l'effort d'exploration. J'apporte ma part, tu apportes ta part, on explore, on exploite et on se partage le bénéfice. Au détriment des Congolais qui, aujourd'hui... Ils ont pris une loi à l'Assemblée nationale qu'ils ont appelée la congolisation de l'activité pétrolière ou le local content, le contenu local. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de ça? Mais ils se sont taillés les contrats sur mesure pour eux-mêmes et leurs familles. Sont-ils allés un temps soit peu à l'université Marien Ngouabi chercher ne serait-ce que les majors pour leur donner la chance de travailler? Ils sont chauffeurs de bus, ils vendent de foufou sur la place dans les marchés. Alors, puisque nous parlons aussi d'Orion, merci Alphonse, puisque nous parlons aussi de Orion Oil, alors je vais me tourner vers Georges Goma. Nous parlions donc tout à l'heure, hein, tu as entendu Alphonse parler de Orion Oil, c'est-à-dire la société de Lucien Ebata, l'homme qui a été mis en examen dernièrement en France pour corruption active, ce qui est révélé, et blanchiment d'argent. Mais nous savons qu'il n'est pas seul. Avant lui, il y a eu le fils de Denis Sassou Nguesso, Denis Christian Sassou Nguesso, qui avait été aussi mis en examen, toujours pour les mêmes motifs, blanchiment d'argent, corruption active, ainsi de suite. On rend compte que c'est une pratique courante avec ce régime. Quel commentaire peux-tu faire de ce genre d'activité, de ce genre de comportement affiché par les officiels congolais? Après avoir entendu ce qu'on a entendu par mes collègues du plateau, bon, je vais rajouter ceci. Je pense que le rapport à l'argent, c'est un certain rapport à l'argent, un certain rapport négatif, bien évidemment, à l'argent, est une marque de dépose de toutes les législatures de M. Denis Sassou Nguesso. J'avais évoqué entre-temps le président Alphonse Massamba Deba. Je voudrais encore réévoquer ce grand personnage de l'histoire du Congo. Il y avait une certaine orthodoxie financière. J'enlève certaines. Il y avait une orthodoxie financière. Tout le monde sait très bien qu'autour de Massamba Deba, les gens qui allaient en mission, par exemple, revenaient et allaient reverser l'argent qui restait au trésor public. Donc, le trésor public était quand même un espace sacré, si je peux m'exprimer ainsi. On ne venait pas nettoyer ses pieds au paillasson du trésor public. C'était un espace où il y avait un contrôle qui était là, et aussi au niveau quand même aussi de l'éthique. Quand les gens viennent reverser eux-mêmes le restant de l'argent après une mission, il faut dire quand même que la législature Massamba Deba avait pu imprégner dans des Congolais qui avaient des responsabilités une certaine vision de la chose publique. Vous voyez, ça c'est quand même très très important de le dire.
Or, quand on regarde le régime de M. Denis Sassou Nguesso, eh bien, sans risque de me tromper, toutes les personnes qui sont dans ce régime-là sont des voleurs. Il faut dire les mots comme ça se présente. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à mettre des gants pour dire des choses qui sont la traduction de la vérité. Et j'étais même choquée de voir que même les femmes également, dernièrement, on a vu qu'une dame, madame... La présidente du Conseil économique et social aussi, est plongée dans le siphonnement des biens publics. Même les femmes, même nos mères aussi sont engagées là-dedans. Et dans la spoliation, on connaît bien l'histoire de Kiki Nguesso en Floride. Il a des problèmes là-bas avec la justice. Sa fille à New York aussi, on connaît cela. Et puis tous les autres courtisans, aujourd'hui au Congo-Brazzaville, n'importe qui peut voler. M. Denis Sassou Nguesso ne dit rien. Est-ce que M. Denis Sassou ne dit rien parce que ce sont ces personnes-là, il a peur de ces personnes-là? Je n'en sais rien. Mais aujourd'hui, les gens au Congo-Brazzaville volent, c'est des milliards. Maintenant, on parle des milliards. C'est-à-dire la concurrence entre eux, c'est à celui qui aura volé le plus de milliards possible. Ça, c'est quand même des choses qui se passent devant nos yeux et que l'argent aussi, les circuits de l'argent au niveau international est aussi contingenté, même s'ils ont trouvé des petites manipulations pour traverser ces milieux-là. Aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, on voit très bien comment les gens gardent de l'argent dans des chaumières. On le voit très bien. On entend dire que d'autres vont garder l'argent dans des cimetières. Ben ça, il n'y a pas de fumée sans feu quand on nous le dit comme ça. Les gens proches du régime, puisque c'est eux qui assistent à cela, ils nous parlent aussi, ces gens qui sont dans le système, qui ont la peur au ventre, qui ne peuvent pas dire, mais qui nous jettent des informations de ce qui se passe à l'intérieur là-dedans. Et qui parfois eux-mêmes sont scandalisés par rapport à ce qu'ils font eux-mêmes, que ce n'est pas possible qu'on nous laisse un boulevard d'impunité aussi large. Mais quand même, Monsieur Perrin, si vous me le permettez, je vais quand même dire une petite chose. Vous savez, en janvier 2010, le Congo qui depuis 2006 cherchait le point d'achèvement pour l'initiative des pays pauvres très endettés. Et en 2010, ils ont atteint leur objectif puisque le Club de Paris s'est réuni. Vous savez que le Club de Paris cristallise tous les pays industriels. Et pour le cas du Congo, évidemment, le Brésil s'y était ajouté à ce Club de Paris et tous ces États industrialisés pour parler un peu de la dette du Congo-Brazzaville. Monsieur Ondongo, c'est celui qui avait emmené la délégation du Congo-Brazzaville. Il y avait aussi les observateurs comme la Banque africaine de développement, il y avait aussi le FMI et d'autres observateurs. Et le Congo a bénéficié de 100% de remise de dette. Vous vous rappelez qu'ils ont fait la fête pour être devenu un pays pauvre, très endetté. Ils ont fait la fête par rapport à cela, sans honte. C'est un paradoxe incroyable pour un pays pétrolier. Le pétrole au Congo-Brazzaville, c'est depuis les années 50, les années 60, 70. On le sait très, 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 très bien. Donc, ils sont très contents d'être parmi les pays pauvres très endettés. Mais qu'à cela ne tienne, c'est simplement pour vous montrer que, eh oui, vous avez atteint le point d'achèvement. Ce qui veut dire que vous avez eu un espace de liberté quand même sur le plan des finances et que vous pouvez quand même penser vraiment développer le Congo-Brazzaville. Je vais venir un peu à la fin, je pense que vous allez me poser la question sur les conséquences de cette inconséquence financière au Congo-Brazzaville. Je voudrais, à ce moment-là, je vais dire un peu les conséquences, évidemment. Ben allez-y, puisque vous avez la parole, allez-y. Ben oui, mais là, c'est pas tout, ce que je voulais dire. Il y a la remise de la dette de 2010 avec le point d'achèvement. Donc, il leur donne un espace de liberté pour pouvoir faire une bonne politique, n'est-ce pas, une politique économique. Ça s'est pas passé. Parce que la criminalité financière s'est renforcée. Vous savez le budget d'un pays? Le budget d'un pays, c'est un document légal, n'est-ce pas, qui est approuvé par la législature, approuvé aussi par le président de la République. Mais le budget, Monsieur Christian Perrin, je veux dire une chose. De 1994 à 1996, le budget, retenez-le bien,
le budget du Congo-Brazzaville oscillait autour de 350 milliards de francs CFA. À partir de 2005 à 2008, écoutez-moi très bien, de 2005 à 2008, ce budget est passé entre 1200 et 1400 milliards de francs CFA. Là, on est déjà au niveau des plus de 1000 milliards. Mais ce n'est pas tout, monsieur Christian Perrin. De 2010 à 2014, le budget est passé à 2800 milliards de francs CFA entre 2000 jusqu'à chiffre 2014, on a 4132 milliards de francs CFA. 4000 milliards de budget. Regardez un peu, 2014, 4132 milliards de francs CFA et par rapport à 1994 avec 321 milliards seulement. C'est déjà un espace incommensurable. Mais donc tout ça, quel impact sur le terrain? Oui, mais je vais terminer. Il faut que les Congolais le sachent quand même, qu'ils le sachent. Et à partir de 2015 jusqu'à 2021, ça a commencé à décroître jusqu'à atteindre 1671 milliards. Bon, alors, quand je dis tout ça, c'est pour vous dire quand même que le régime de Brazzaville a eu l'argent qu'il fallait pour développer le Congo-Brazzaville. Mais ils ne l'ont pas fait, ce qui veut dire quand même quelque part qu'il y a une forme d'animalité dans le régime de M. Denis Sassou Nguesso parce qu'on ne peut pas avoir brassé autant d'argent et voir une misère endémique rampante prendre de l'ampleur au Congo-Brazzaville, M. Christian Perrin. Je veux encore donner ce chiffre-là puisqu'on en parle souvent. Ça, c'était le côté du budget d'État. Bon, maintenant, quand on nous balance en pleine figure, par eux-mêmes d'ailleurs aussi, les 14 000 milliards. Je dis bien, il faut que les Congolais prennent la mesure de cela. Il ne s'agit pas de 2 000 milliards, il ne s'agit pas de 3 000 milliards, il ne s'agit pas de 4 000 milliards, mais il s'agit de 14 000 milliards de francs CFA, les excédents budgétaires. On nous a dit qu'on a ouvert un compte pour les générations futures. On a applaudi cela. Je vous ai parlé du budget. Quand c'est un peu déséquilibré, on peut puiser un peu de là pour arrondir un peu les choses. Mais où sont passés les 14 000 milliards? On leur a posé des questions et vous voyez très bien que quand on leur pose des questions là-dessus, ils rougissent. Monsieur Denis Sassou Nguesso prend un mouchoir, là, je reprends le mien ici, il prend un mouchoir pour s'essuyer. Monsieur Clément Mwamba prend un verre d'eau pour se mouiller les lèvres. On a vu ça, c'est des images qui existent devant tout le monde. Donc, vous voyez un peu à quel régime nous avons affaire et quand nous parlons d'une renaissance du Congo-Brazzaville, c'est parce que cet état de fait est insupportable quand les Congolais aujourd'hui sont dans un état de paupérisation très, très, très avancé. Je peux détailler secteur par secteur pour que les Congolais sachent un peu où est-ce que nous en sommes. C'est ça le problème. Les détails, allez-y. Les détails, commençons par la jeunesse. Commençons par la jeunesse, quand même. La jeunesse d'un pays est l'avenir de ce pays. Et que cette jeunesse a, par exemple, droit à une éducation digne de ce nom. Quel est l'état de la jeunesse au Congo-Brazzaville? Aujourd'hui, on nous parle des Koulouna. Mais les Koulouna, c'est ce groupuscule de bandits qui sont d'ailleurs une émanation du régime en place. Parce que les régimes en place, parfois, va jusqu'à parler avec ces jeunes-là. Le régime en place n'a pas construit un centre de réinsertion pour ces jeunes-là qu'ils taxent d'être des bandits puisqu'ils découpent des gens en pleine journée. Ils sèment la terreur dans les quartiers. Mais quand c'est comme ça, vous avez quand même des moyens avec tout l'argent qu'on vient de montrer ici. Vous avez quand même des moyens pour construire des centres de réinsertion de ces jeunes, mais vous les laissez en liberté. Qu'à cela ne tienne, ça c'est le côté
déviance. Bon, maintenant, les jeunes, normalement, les jeunes qui vont, non seulement le système scolaire est aussi en lambeaux, on voit très bien les conditions dans lesquelles est-ce que les enfants vont à l'école. En dehors des écoles qui appartiennent au ministre, c'est-à-dire au Congo-Brazzaville, être ministre vous donne le droit de créer des écoles et de doter de ces écoles avec les moyens qui sont attendus à la hauteur pour un système éducatif. Ce qui veut dire que l'école publique est complètement en lambeaux et personne ne s'en occupe. On voit bien Madame Ango qui est passée sur vos chaînes l'a très bien dit également. Elle ne peut pas rentrer dans une salle de classe où il y a plus de 100 élèves. Mais dans nos salles de classe, on voit jusqu'à 300 élèves. Mais qu'est-ce que les enfants vont apprendre et dans quelles conditions les enfants s'asseyent dans un pays qui produit le bois? Ce n'est pas supportable. Donc, quand nous parlons avec cette détermination, avec cette colère, c'est parce que les faits qu'on nous offre sont là. Nous n'inventons rien, nous n'en avons pas appris qui que ce soit, mais ce que nous voyons est insupportable. Ça, c'est pour les jeunes. Et puis, bon, quand on voit le système éducatif aussi, hein, on voit l'université Marien Ngouabi, là où on forme les Ngangamaye en question, c'est-à-dire les gens qui devaient avoir pour vocation d'inventer l'intelligence qui est adaptée à notre pays. Aujourd'hui, on ne voit pas des formations qui poussent les gens à prendre des métiers, par exemple. L'université est dans l'état où il est aujourd'hui. Voyez? Bon, maintenant, rapidement, puisque vous me le demandez, les conséquences, c'est ça aussi, Monsieur Christian Perrin. Le domaine de la santé. Oh, mais attendez, le domaine de la santé, avec l'éducation, c'est quand même les domaines les plus sensibles. Une population dynamique, c'est une population qui est en bonne santé. Mais aujourd'hui, vous voyez très bien que les gens crèvent, les gens meurent parce qu'ils n'ont pas pu acheter une aspirine, une Nivaquine. Vous voyez? Et puis, l'autre affaire, quand même, pour montrer un peu le caractère toxique et pernicieux du régime qui est en place, qui a pris la décision ouvertement de faire souffrir les Congolais, parce que c'est à ça que ça renvoie. Monsieur Denis Sassou Nguesso a juré de faire souffrir les Congolais. Et pourquoi? Parce que M. Denis Sassou Nguesso a appelé les Congolais à aller vers la démocratie. Et quand les Congolais ont voulu aller vers la démocratie, avec tout la liberté qu'on leur donne, M. Sassou Nguesso ne l'a pas entendu de cette oreille-là. Il a commencé, n'est-ce pas, à les massacrer, à les tuer, puisque la terreur qui s'exerce au Congo-Brazzaville, c'est par rapport à ça. Donc, vous voyez très bien que quand nous mettons ça en perspective, c'est pour dire aux Congolais qu'ils doivent prendre leurs responsabilités et qu'on ne peut pas laisser à une bande de malfrats, on l'a dit déjà, et c'est bien vrai avec tout ce qui se passe dans la presse, c'est une bande de malfrats qui ne veut que du mal aux populations congolaises. Et que si les populations congolaises ne veulent pas se prendre en charge, eh bien, ils savent à quelle sauce ils seront mangés à la fin, y compris eux-mêmes, leurs enfants, les enfants de leurs enfants, les enfants des enfants des enfants de leurs enfants. Et donc, aux Congolais de prendre leurs responsabilités. Alors, Didier Mouini-Volo, je rappelle que vous êtes porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Alors, on parle de 14 000 milliards ici, 5 000 milliards là-bas, 2 000 milliards de l'autre côté. Et tout à l'heure, Georges vient de faire un développement, mais on comprend bien que le Congo est dans le gouffre. Et face, par exemple, aux nouvelles révélations de la détention, près de 20 ans, d'une société offshore par Denis Sassou Nguesso, une société qui lui a rapporté pendant près de 20 ans près de 2 000 milliards. Ce qui n'est pas permis et ce n'est pas normal pour un président de la République. Que devrait faire la justice, puisque l'information est là? Que devait faire la justice congolaise? Très bonne question. Aujourd'hui, puisque Denis Sassou Nguesso, on le rappelle, hein, il est président du Congo, il a prêté serment de respecter la forme constitutionnelle de l'État et la Constitution pose un cadre juridique concernant le président de la République. Alors, j'invite les Congolais à lire l'article 95. Je vais déjà lire cet article avec eux et puis nous pourrions développer.
Donc, l'article 95 de la Constitution du 20 mars 2015, donc une constitution écrite par Denis Sassou Nguesso. Bon, souvent, il a souvent l'habitude de ne pas respecter ce qu'il écrit lui-même. Donc, cet article dit « Le président de la République est justiciable devant la Haute Cour de justice. La responsabilité pénale du président de la République peut être engagée en cas de manquement grave à ses devoirs, manifestation incompatible avec l'exercice de sa haute fonction. Dans ce cas, le président de la République est mis en accusation par le Parlement réuni en congrès, statuant à la majorité des 3/4 de ses membres. Une loi organique fixe les conditions de la procédure de mise en accusation du président de la République. » Je m'arrête là, M. Perrin. Donc, c'est pour dire que M. Sassou Nguesso, souvenez-vous, lors de notre précédente interview, j'avais dit aux Congolais que le président de la République n'est pas au-dessus des lois. Nul n'est au-dessus des lois. Et donc, aujourd'hui, il appartient au Parlement, déjà, de se réunir. En tout cas, les parlementaires ont un rôle à jouer, de se réunir et de voir ce qu'il faut faire. Mais je voudrais aussi m'adresser à un homme, Monsieur le général Okoye, avec respect. Je dis le général Okoye parce que dans la situation actuelle du Congo-Brazzaville, je vous le dis, Monsieur Perrin, je suis très bien éduqué, mais j'ai du mal à respecter les gens qui détruisent notre pays. La dernière fois, j'avais parlé des sages. J'ai dit, je ne les considère pas comme des sages. Un sage ne peut pas donner le quitus à un dictateur, à un criminel. Donc, je voudrais quand même dire au général Okoye, qui est chef d'état-major, général, Ozana Bananandako, Bozako Lia, mais Pembe ni Nabino, Bana Misus Bazo Kufanzala, Basi Bazo Bota, Bako Kufa Likolo ya Kobota, parce que l'hôpital, Bilo Kezate, et yo, général Okoye, yo moto Simbaka, pouvoir à Sassou Nguesso. Pour natimi kolo tout, yo moto pesaka mibeko na l'armée, pour l'armée à Simba bokonji à Sassou Nguesso. Mokolo ya lelo yo moko omoni na télévision que moto wana oko protéger ayibaka mbongo ya Mbola Matadi. Bana bazali susu na kelasi te, mais bana na bino bakindeke kelasi na mboka ya poto. E bongo bana wana bafandi kutu pembeni kaka ya bandako na bino. Bilia ezate. L'école ezate. Ba famille mbongo ezate po bakipe bana. Bana bakomi ba kuluna. Général. Mosala na yo ezali ko batela mibeko ya mboka. Soki moto moko azala président de la République akomi ko sakana na mibeko ya mboka okanga ye. Wana nde mosala na yo. Pembeni na yo général. Ozana mwasi. Yo mama mwasi ya général. Tango boko lia na mesa. Yo na mobali na yo. Okoki ko yebisa yete. Tata ya bana. Tala biso tozolia. E bongo. Bandeko na biso ba Congolais obako kufanzala. Je voudrais reprendre en français, M. Perrin. Souvenons-nous, dans les années 60, nous avons eu un grand musicien, Franklin Bukaka. Il chantait Talayi Nwake Diangombe, Yabeto Kaka Bikola. Monoko na bango se Yangombe, Oya Yabiso se Ndunda. Pourquoi je rappelle ce fait historique, M. Perrin? Dans les années 60, il y avait des gens qui mangeaient de la viande, les autres avaient des légumes. Mais aujourd'hui, eux, ils mangent de la viande. Mais le peuple n'a même plus les légumes. Donc, vous voyez le drame. Et la situation des années 60, où certains mangeaient la viande et le peuple n'avait que les légumes, on a chassé Youlou du pouvoir. Et donc, aujourd'hui, les Congolais méritent une autre révolution pour chasser Denis Sassou Nguesso du pouvoir. On ne peut plus rigoler aujourd'hui. Donc, il y a aussi le procureur de la République. Yo, procureur de la République, M. Ngakala. Et Mosala Nayo Ezanine. Procureur de la République, Otanga Yango na université. Wanande Mosala Nayo. Omoni makambo ya mbilinga na télé, eh ben, Osali Mosala Nayo, Okoko Simba, Motowana Kosala mbilinga. Yomoko Olobaki, Olingi, police inodore et incolore, qui ne fait pas de différence. Eh ben, Sassou Nguesso a lakisi que Ayiba Kambongo à l'État. Yo procureur, il faut aussi mailler.
Il faut aussi mailler. Parce qu'à voyou, les Congolais du nord au sud souffrent. On ne peut pas laisser des choses dans l'État. Maintenant que tout est clair, et d'ailleurs, les documents sont là, donc le procureur de Brazzaville doit travailler avec le procureur de Paris, puisque c'est la France qui sort les documents. Il faut que la justice congolaise se rapproche de la justice française. Il faut que le tribunal de grande instance de Brazzaville ouvre une information judiciaire, nomme un ou plusieurs juges d'instruction, et il faut écouter le président, et déjà, il faut l'arrêter, le mettre aux arrêts, parce que c'est ce qu'on appelle dans la Constitution la haute trahison. En se comportant de la sorte, Sassou Nguesso s'est mis sous le coup de la haute trahison parce qu'il vient de trahir son serment. Reprenez le serment qu'il fait. Il s'engage à respecter la forme constitutionnelle de l'État. Il s'engage à utiliser les recettes de l'État pour le bien-être des Congolais. Or, aujourd'hui, on apprend qu'il utilise ces recettes-là pour son bien-être personnel. Et donc, il a trahi son serment. Il doit être mis aux arrêts pour que le Congo puisse avoir d'autres leaders politiques. Alors, en réaction aux révélations d'ailleurs des Pandora Papers, le gouvernement congolais a menacé poursuivre en justice tous les médias qui reprendront cette information. Sauf si au Congo, nous n'avons plus la liberté de presse. Hein. Donc, il y a la liberté de la presse. Reprendre un livre, est-ce que c'est se mettre sous le coup de la loi? Déjà, il faut que le gouvernement de Brazzaville nous explique quelle est la loi qui l'autorise de poursuivre quelqu'un qui répète une information donnée par une chaîne de télévision. Comment on appelle cette loi? On voit bien que c'est un gouvernement à la déroute, c'est le sauve-qui-peut en fait. Hein, ils sont D'ailleurs, nous avons des informations comme quoi certains ne dorment même plus à Brazzaville. Chaque nuit, ils vont dormir à Kinshasa parce qu'ils ne savent pas à quel moment le peuple congolais va se soulever. Donc, du coup, ils se prennent des marches de sécurité. Le matin, ils reviennent à Brazzaville, mais le soir, avec leur famille, ils vont dormir à Kinshasa. Donc, tout ça, c'est des menaces qu'on appelle des coups de paix dans l'eau parce qu'il n'y a pas une forme juridique qui donne à un gouvernement la possibilité de poursuivre un citoyen qui reprend une information donnée par une télévision. S'ils veulent poursuivre, ils peuvent poursuivre France 2, ils vont se retrouver au tribunal, mais nous connaissons la chanson, M. Perrin. Omar Bongo l'a déjà fait, Sassou 1 l'avait déjà fait. Et qu'est-ce qu'ils font? À la veille du procès, ils demandent à leur avocat de retirer les plaintes. Hein, on connaît l'exercice. Donc, que les Congolais ne s'inquiètent pas, que tous ceux qui veulent reprendre ce que France 2 a montré dans cette émission, ils peuvent le faire. Il n'y aura pas de procès. De toute façon, la plainte sera irrecevable parce que ce n'est pas moi qui commets la diffamation puisque l'information ne vient pas de moi. La source de l'information, ce n'est pas moi. Donc, répéter, ce n'est pas commettre une diffamation. Ils auraient fait mieux donc que de s'adresser aux auteurs de ces affirmations ou de ces enquêtes. Alors, est-ce que c'est pas non plus un aveu, finalement, Georges Goma? Mais c'est un aveu d'impuissance, là, quand même. C'est clair et net. Hein? Didier l'a bien dit. Mais attendez, plutôt que de menacer les gens qui vont reprendre, attaquez-vous à France 2 qui a présenté, qui a sorti. Le diffamateur, c'est France 2. C'est cet organe de presse qu'on devait viser d'abord, au lieu de dire à ceux qui vont reprendre. Mais ce qui m'étonne toujours, c'est la suffisance de ce régime. La suffisance de ces régimes. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que les malfrats, c'est eux. On leur apporte des preuves tous les jours. Donc, c'est le voleur qui accuse le propriétaire. Alors là, c'est franchement, parfois, on a envie de rigoler, mais les choses sont tellement graves qu'à la fin, on n'a pas envie de rigoler, quoi. Vous voyez? C'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Et comme l'a dit Didier, les Congolais doivent se prendre en charge. Sincèrement, les Congolais sont protégés parce que quand on voit un régime raisonner de cette manière-là, c'est que le régime est fébrile. C'est la peur. C'est la peur. Monsieur Sassou Nguesso croyait avoir dompté les Congolais parce que depuis qu'il est revenu en 97, c'est le travail auquel il s'est attelé, c'est-à-dire dompter le Congolais pas seulement en l'intimidant. Si c'était seulement l'intimidation, bon, ça se comprendrait. Mais il y a un agir criminel dans la démarche de monsieur Denis Sassou Nguesso. Il a bien installé au centre de son régime un agir criminel. C'est-à-dire que l'argent en question dont nous parlons, mais l'argent aussi est rentré dans des quantités incommensurables dans l'achat des armes.
il en a acheté des tonnes et des tonnes et il continue à en acheter. On a eu encore l'information dernièrement qu'il vient d'en acheter d'autres. Mais les armes, vous savez que c'est un domaine d'accumulation de capital énorme dans les pays occidentaux. Donc, on lui vend les armes qu'il veut, puisque les autres ont en retour et l'argent de l'achat du matériel et l'argent des mercenaires. Également, il faut mélanger tout ça, les Ukrainiens qui pilotent les hélicoptères. Donc, Sassou Nguesso, à travers son agir politique, est allé au-delà de l'intimidation. Et les Congolais ont souffert dans leur chair et dans leur esprit. C'est pourquoi il y a ce semblant de terreur sur le Congo où les gens ont peur. Mais en réalité, les Congolais n'ont pas peur. Ils attendent le moment propice, l'instant kéros, le moment opportun. Et l'autre chose que je voudrais ajouter, la peur de M. Denis Sassou Nguesso. Quand il a pensé qu'il avait dominé les Congolais à l'intérieur du pays, il a voulu s'attaquer maintenant à l'étranger. Là où il a repoussé dans le moindre retranchement les Congolais en exil. Dans l'histoire du Congo, le Congo n'avait jamais vécu un phénomène d'exil tel que nous le vivons aujourd'hui. Les Congolais sont dispersés partout avec l'entrée, avec fracas de M. Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville en 97 avec les armes et les ordres de Staline. Les Congolais sont dispersés partout. C'est un événement qu'on n'avait jamais vécu. Donc, M. Denis Sassou Nguesso avait aussi comme objectif de dompter l'international. Il a fait des choses. On a vu ce qu'il a fait. Il en a corrompu pas mal. On parle de Dominique Strauss-Kahn. Il n'est pas le seul. Quand on voit un peu les hommes politiques et les femmes politiques en France, on comprendra très bien que tout le monde a eu le bonheur d'aller à Oyo, en dehors de Noël, ma mère, à l'époque, qui s'était mis à distance un peu de ce personnage infréquentable. Donc, à ce niveau-là, en donnant des malles d'argent à des gens qui allaient lui chercher à Oyo, tout le monde, les Ségolènes royales sont passées par là, tout le monde est allé là-bas. Ils pensaient dompter l'international. On a vu aussi dans notre activisme de la diaspora, on nous a bousculés là aussi, pensons nous avoir. Mais M. Denis Sassou Nguesso constate aujourd'hui à ses dépens que finalement la tâche était beaucoup plus dure qu'il ne le pensait. Et maintenant, avec les révélations de France 2, c'est quand même un message qu'on donne à M. Denis Sassou Nguesso que maintenant ça suffit. Maintenant ça suffit. Il faut que tu sois raisonnable ou bien tant pis pour toi, comme on disait à un autre chef d'État, tant pis pour toi, si tu veux voir ton corps traîner dans Brazzaville, là c'était dans un autre pays, mais j'ai fait une transposition sur Brazzaville parce que ces gens-là, quand ils prennent la décision de te faire partir, te feront partir comme on a fait partir Kadhafi de l'autre côté. Kadhafi était dans... Qui pouvait s'attaquer à Kadhafi? Personne du tout. Mais ces mêmes personnes-là, l'Occident, quand il a décidé, Kadhafi est arrivé là où il est. Donc je pense quand même que et ce qui m'étonne encore, c'est le jusqu'au boutisme du régime en place. C'est-à-dire qu'ils sont tellement conscients de ce qu'ils ont posé comme acte, c'est-à-dire que la peur qu'ils ont domine la perspective qu'ils peuvent pourtant prendre encore des temps de se raviser, c'est-à-dire un peu comme dans un processus de sublimation, réinvestir des mauvaises choses dans des bonnes choses, penser que non, mais on va peut-être rendre des comptes, mais c'est quand même moins que perdre la vie dans telle ou telle circonstance. Mais les Congolais sont des compréhensifs, c'est-à-dire qu'avec tout ce qu'ils ont vécu là, si on leur propose un deal correct, mais les Congolais sont capables de pardonner. Les Congolais sont capables de pardonner parce que maintenant, la préoccupation des Congolais, c'est vraiment leur avenir, l'avenir de leurs enfants qui est mis à mal par un régime qui ne veut rien savoir malgré les signaux que leur donne la communauté internationale. Donc, c'est ça qui est quand même étonnant, c'est-à-dire ce caractère obtus, les œillères qu'on porte là, ne pas voir. Ils sont comme là, comme un cheval masqué au trot. Un cheval masqué au trot. Mais attends, tu es masqué, tu es au trot, mais il se pourrait qu'il y ait un ravel devant, tu vas t'engouffrer là-dedans. Donc, c'est parfois ça aussi, ça nous pousse un peu à ce genre de réflexion. On dit, mais attendez, mais les gars, regardez un peu là. Regardez un peu où est-ce que nous en sommes. Regardez un peu où est-ce que nous en sommes. Alors, on va donc boucler notre émission par cette dernière question, bien sûr, qui sera aussi le mot de la fin. Lorsqu'on entend les journalistes de Cache Investigation dire que Sassou Nguesso est une personnalité peu recommandable, quelle interprétation peut-on faire
à cette affirmation. Chacun peut prendre la parole et ça sera le mot aussi de la fin. Vous avez quelques secondes chacun. Alors, si je peux me permettre, je voudrais quand même souligner la concomitance entre l'émission de France 2, donc Cache Investigation, et le sommet de la France-Afrique qui se tient à Montpellier et pour lequel aucun chef d'État africain n'a été invité. Donc, Emmanuel Macron a fait le choix de parler à la jeunesse, de parler à la société civile et au monde des affaires, une manière de dire, vous êtes une force. Vous êtes une force, n'ayez pas peur. Les chefs d'État que vous avez aujourd'hui sont des chefs d'État peu recommandables, surtout Denis Sassou Nguesso. Et donc, si vous voulez aller vers une révolution pour changer le système, le régime et mettre en place un système politique, un régime politique propre à la démocratie, aux droits de l'homme, au progrès social, eh bien, allez-y, moi, je suis là, je vous encourage. La France a fait sa part, à nous de faire le reste. La France ne viendra pas comme ça changer des choses comme ça se faisait dans les années 60 ou 70, mais les signaux aujourd'hui montrent que cette fameuse communauté internationale qu'on nous disait qui soutenait Sassou, non, elle ne soutient pas. Donc, la concomitance entre l'émission de France 2 et le sommet de la France-Afrique montre à suffisance que les choses tournent mal pour Denis Sassou Nguesso et qu'il doit prendre conscience et partir au lieu d'attendre la révolution, parce que c'est sûr que cette révolution va arriver. Ça, c'est très, très, très sûr. Après, si je dois dire un mot de la fin, c'est de répéter ce que j'ai déjà dit aux Congolais. N'ayez surtout pas peur. Je pense que ni l'armée, ni la police, moins encore la gendarmerie, en tout cas, tous ceux qui portent l'uniforme au Congo ne pourront agir dans le sens de Denis Sassou Nguesso. Seuls quelques aventuriers égarés vont risquer leur vie en voulant s'opposer au peuple lorsque le peuple va se soulever. Parce que nous, de notre côté, nous serons intraitables contre les assassins du peuple congolais. Et ça, je peux vous l'assurer. Nous serons intraitables. D'ailleurs, je peux déjà vous dire, nous continuons à cumuler toutes les vidéos des policiers, des militaires qui massacrent les gens. Ils sont identifiés et identifiables sur les vidéos. Le moment venu, ils devront tous répondre de leurs crimes, soit devant la justice congolaise, soit devant la justice internationale. Mais ça, je vous assure, nous serons intraitables avec les criminels du peuple congolais. Alors, Georges, écoutez, oui. Sassou Nguesso, une personnalité peu recommandable. Ben oui, tout à fait. Mais moi, je voudrais quand même mettre l'accent un peu sur comment l'attitude de la communauté internationale vis-à-vis du Congo-Brazzaville. Bon, j'étais sur le point de dire aussi quand même que les gens doivent savoir que c'est un petit pays très peu peuplé, très très riche et que nous en soyons là. Bon, moi je voudrais surtout souligner ceci au niveau de là, parce que ce que nous sommes en train de faire, nous vivons quand même une période extraordinaire au niveau international. C'est-à-dire qu'il faut qu'on suscite quand même que même la législation au niveau international soit quand même bousculée, parce que c'est inconcevable de continuer à soutenir une personne qui tue son peuple, qui dans l'histoire du Congo, aucun chef d'État n'a fait ce qu'il a fait, à prendre des mercenaires, venir tuer son propre peuple. On ne va pas revenir là-dessus, tous les Congolais le savent, que Sassou Nguesso est le seul président au Congo qui a ramassé des militaires, des mercenaires à l'étranger pour venir faire la guerre à son propre peuple, qui a pendant 2 ans enfermer une région, la région du Poul, pour lui faire la guerre avec des armes de guerre. Ça, on l'a jamais vu. On l'a jamais vu. Donc, sur ça, nous demandons instamment à la communauté internationale de faciliter la saisie et la restitution des avoirs détournés au Congo-Brazzaville, si on peut au moins leur demander cela. Et que, bien sûr, si on est d'accord sur cela, on en parle de plus en plus sur les biens mal acquis. D'ailleurs, nous-mêmes aussi au Canada, les gens le savent très bien que nous avons la coalition des biens mal acquis où nous travaillons avec la GRC, la Gendarmerie royale du Canada, sur les biens mal acquis. Nous ne nous cachons pas, nous le disons. Et nous savons les dangers qu'il y a à manipuler ces choses-là. Mais quand on voit comment est-ce que notre population souffre, eh bien, on n'a pas peur de cela. Parce que vous savez, ce n'est pas nous qui avons peur de la mort. On n'a pas peur de la mort, mais on ne va pas donner non plus notre corps, que venez tuer notre corps, ça n'est pas possible. Donc, nous demandons de faciliter, évidemment, les biens mal acquis qui doivent être retrocédés aux Congolais qui sont spoliés. Mais de quelle manière? Mais en introduisant la démocratie, parce qu'on ne peut pas remettre l'argent à ceux qui l'ont volé. Il n'y aurait pas de sens.
Vous voyez? Nous demandons aussi qu'on puisse durcir la répression à l'encontre de la criminalité économique et financière. On l'a suffisamment détalé. La criminalité économique et financière dans les circuits de la communauté internationale, ça aussi, tout le monde le sait de plus en plus. Donc, il faudrait quand même, au Canada, il y a eu la loi Magnitsky, la jurisprudence Magnitsky. C'est le Canada qui a pris un certain nombre de provisions juridiques pour cette criminalité qui venait de l'Union soviétique. Mais nous voulons que cette loi soit étendue aussi à d'autres pays, parce que ça fait jurisprudence. Je voudrais aussi, pour terminer, M. Christian Perrin, encourager les efforts de la société civile. La société civile, on voit très bien que la société civile au Congo-Brazzaville est maltraitée par le régime de M. Denis Sassou Nguesso, alors que leur credo, c'est la défense des droits humains au Congo-Brazzaville. On voit un peu comment est-ce que cette société civile est maltraitée. Et enfin, contraindre les acteurs économiques internationaux à la transparence. Là aussi, on a fait état de cela. Et ça peut se faire au niveau international. Et comme ça, vous verrez quand même qu'il n'y a pas que le Congo, mais l'Afrique d'une manière générale. Vous ne serez plus outrés par ces Africains qui traversent la mer Méditerranée pour venir en Occident. Parce que comment voulez-vous que quand les tankers de pétrole quittent le Congo-Brazzaville pour l'Europe, ils sont hyper protégés et que vous ne supportez pas que les Congolais qui sont spoliés de ce pétrole-là puissent suivre les traces de là où va leur richesse. Ça se comprend, on a du mal à le comprendre. Tu veux dire ces Africains qui suivent leur richesse? Ah ben écoutez, attendez, mais bien sûr que oui, mais attendez, Didier voilà. et Alphonse l'ont bien dit, hein. Pascal, il y a un legs là, il y a un legs. On a beau insulter Pascal Lissouba, qui était à l'origine de tous les maux du Congo, d'après ce qu'ils disent, mais au moins ils ont bénéficié, n'est-ce pas, des contrats de partage de production qui est le génie propre de Pascal Lissouba et sur lesquels ils se sont sucrés, ils sont devenus des multimilliardaires. Alors Alphonse Maboussou, le mot de la fin, vous avez quelques secondes? Oui, accordez-moi quand même 3 minutes. J'aimerais revenir encore sur Orion, qui est cette fameuse société internationale qui se dit internationale. Je me suis permis encore d'aller sur leur site, constater qu'ils ont publié qu'en 2014, ensemble avec la Société nationale des pétroles du Congo, ils ont levé un financement d'1,5 milliard de dollars pour le développement des champs pétroliers de Moho Nord, de Moho Bilondo, de Lianzi et de Mengo Kunji Bindi. Je vais déjà d'emblée dire que Orion ne fait pas partie des permis dans lesquels tous ces gisements ont été cités. Je ne peux pas comprendre à quel titre cette société s'est permise de s'associer avec la Société nationale pour aller chercher une levée des fonds de cet ordre, 1,5 milliard de dollars. Vous voyez? Lianzi, c'est quoi? C'est le bloc que nous partageons avec l'Angola. Il était déjà en exploitation quand le Congo a intégré ce bloc. S'est rendu compte que l'Angola avait pris une partie de notre territoire là-dedans. Moho Nord, c'est Total, Chevron et la SNPC qui sont partenaires là-dessus. Il en est de même pour Moho Bilondo, le permis haute mer et le permis mer très profonde sud. Qu'est-ce qu'Orion vient faire là-dedans? C'est pour justifier la nébuleuse. On s'est affublé de la famille pour piller le pays. Tout se fait à l'extérieur. L'Assemblée n'est pas au courant, le Sénat n'est pas au courant, la primature n'est pas au courant. Si j'ai un mot à dire, c'est de demander aux institutions de Bretton Woods de serrer les boulons. C'est sûr. Parce que tout l'argent qu'on donne au Congo se retrouve comme dans un entonnoir. Il ne faut pas donner le crédit au Congo. On sait ce qu'ils en font. Qu'ils remboursent d'abord les municipalisations accélérées, bidons et autres, qu'ils remboursent tout ce qu'ils ont engrangé pour faire ce désordre-là, pour faire du Congo le pays le plus endetté au monde. Voyez-vous? Et un autre Congo naîtra, où les Congolais se retrouveront, où il fera bon vivre.
Et nous ne parlerions qu'au passé de ces 40 ans, malheureusement, qui auront fait perdre du temps à tant de générations. En tout cas, merci. Peut-être qu'il faut aussi les contraindre à rapatrier l'argent qu'ils ont planqué dans les paradis fiscaux au lieu d'aller toujours prendre de l'argent au FMI. Georges, j'avais quelque chose à ajouter, mais ce sera vraiment, oui. vraiment la fin. Assez rapidement. Vous savez, la discussion, on a tellement de choses à dire rapidement là. Bon, je vais simplement évoquer, là, Alphonse vient de parler de la municipalisation accélérée. Parfois, on entend ces gens-là être contents de leur réalisation, qu'ils ont réalisé ça, ils ont réalisé ceci, cela. Mais écoutez, regardez un peu avec tout l'argent du Congo, c'est une occasion de voler l'argent, puisqu'il y a des fausses factures, il y a des surfacturations, et puis il laisse des éléphants blancs également. Donc ça, quand même, les Congolais doivent être très attentifs à le comprendre. Voilà ça, je voulais vraiment le signifier pour que les Congolais comprennent très, très bien. Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Monsieur Didier Mouni Ivolo. Je rappelle que vous êtes porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo CRC. Merci Georges Goma, vice-recteur du Collège Études et Perspectives de CRC. Merci Monsieur Alphonse Maboussou, consultant en expertise pétrolière et minière. À vous, chers téléspectateurs, aussi, grand merci d'avoir été avec nous, mais n'oubliez pas de partager nos émissions, n'oubliez pas de liker et n'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne pas rater un seul numéro de notre émission. Moi, je vous retrouve très prochainement, mais d'ici là, prenez soin de vos car chaque jour est une vie. Merci.